Tu as parlé d'itération, tu as parlé de différentes choses. Un calendrier de déploiement puis les ressources nécessaires, ça ressemble à quoi? Puis si on prend un organisme, disons qu'il y a une dizaine d'employés qui est en bas du million de chiffre d'affaires, là, parler de fidélisation, ça représente quoi comme idée? Ben, je pense que, tu sais, je parlais d'étapes, de déploiement en étapes. Fait que, on entend souvent le moindrement, puis même, ça sort tellement de la technologie maintenant, là, de travailler en mode agile, de déployer en étapes. Donc, ça, c'est clé. La première chose, moi, que je dis, si vous voulez économiser du temps, c'est de prendre le temps de bien planifier, de faire une analyse à la base, de faire une bonne planification. Bonjour à tous, Stéphane Parent, je suis le dirigeant d'Espace OBNL. Aujourd'hui, on va approfondir un petit peu le sujet de la fidélisation qu'on a commencé à aborder dans une autre capsule. J'ai une autre spécialiste en plus à vous présenter qui est différente de Julie qui a fait la première capsule. Je vous présente Andréane Rondeau qui est fondatrice et spécialiste en fidélisation chez StratElix. Bonjour Andréane. Bonjour Stéphane. Écoute, avec Julie, on a exploré, ça avait l'air de quoi un peu la fidélisation en OBNL. Avec toi, ce que je veux regarder, c'est un peu comment le faire de manière efficace et aussi pour vraiment optimiser les méthodologies pour avoir les résultats les meilleurs possibles puis les plus adéquats en fonction de ce qu'on se donne comme objectif. Ce serait de quoi, selon toi, au moins les 3 éléments, règles, principes qu'on devrait mettre en place pour avoir des résultats qui sont un petit peu au-dessus de la moyenne là, quand on implante de la fidélisation dans notre organisme? Notre organisation, oui. Je pense que le premier point, en fait, c'est quand on va bâtir la stratégie, il faut penser au client. Donc, il faut vraiment répondre à un besoin client, mais il faut aussi être aligné avec la vision puis la mission de l'organisation. Puis je m'explique, en fait, c'est que quand on va définir des objectifs, il faut, les définir de façon très claire, mais on va vouloir que ces objectifs-là viennent répondre à des changements de comportement, viennent répondre à des besoins de la clientèle, à une attente de la clientèle, mais qui soient aussi alignés parce que les clients les parties prenantes vont s'associer à une organisation, s'associer à une marque parce qu'ils partagent la vision puis ils partagent les valeurs. Donc, c'est vraiment important que le programme soit vraiment conçu pour répondre aux besoins du public, pour soutenir les objectifs de l'organisation. De cette façon-là, en fait, on a beaucoup plus de chances d'atteindre les objectifs ou les résultats qu'on souhaite. Ouais. Le deuxième point de... Peut-être juste, quand tu dis client, là, je veux dire, c'est pour que les gens qui nous écoutent, là, quand on parle de clients, on va parler de clients, oui, qui font des achats, mais on peut parler de membres, on peut parler de donateurs, donc les différents segments, puis même à la limite, là, aussi nos bénévoles. Là. Tout à fait, oui, exactement. Fait que contact, partie prenante, des bénévoles, comme effectivement, j'ai souvent le réflexe d'utiliser le mot client pour simplifier ça, mais il y a beaucoup d'éléments, effectivement, beaucoup de facettes à cette clientèle-là. Donc, oui, c'est ça. Je pense que le deuxième point aussi, ça, j'en parle souvent là, dans tout ce qu'on fait, c'est d'avoir un engagement, une stratégie qui va être équilibrée entre le rationnel et l'émotionnel. Okay? Donc, ça, c'est clé au niveau de l'engagement de la clientèle parce qu'on a tout le monde a un côté plus rationnel, un côté plus émotionnel, puis la fidélisation, ça vient toucher les deux. Tu sais, quand on parle d'incitatif rationnel, par exemple, on va penser à tout ce qui est récompense tangible. Tu sais, si par exemple, on s'adresse à des programmes de points, ça va être un exemple, des offres partenaires, tu sais, quelque chose de tangible qu'on peut avoir. Ça, c'est très attractif au niveau de la clientèle, puis ça permet d'avoir une valeur tangible. Donc, c'est quelque chose que j'obtiens en échange de. Mais le volet émotionnel est vraiment aussi hyper fort parce que là, on va parler à des choses moins tangibles, justement, comme le sentiment d'appartenance, la connexion émotionnelle, l'expérience utilisateur que je vais vivre quand j'interagis avec l'organisation, avec la marque. Les récompenses non monétaires, par exemple l'événementiel, ce genre de choses-là aussi. Donc, si on est capable, moi, c'est clé d'être capable d'avoir un engagement qui est équilibré entre ces deux aspects-là, parce que ça permet d'avoir des relations qui vont être plus solides, plus personnalisées, puis plus durables aussi. Je trouve ça intéressant que tu parles d'émotionnel, parce qu'on est souvent dans la vision dans une vision très transactionnelle de la fidélisation, quand en réalité, c'est une vision beaucoup plus relationnelle. Il y a de l'émotion aussi. Puis
Très souvent, on ramène ça à l'univers numérique, mais c'est plus que ça, puis ça s'intègre ailleurs aussi dans l'organisation et non pas juste dans le numérique, là. Ouais, non, définitivement, c'est vraiment plus. Puis j'aime ton point quand tu dis ça s'intègre, tu sais, ça s'intègre ailleurs dans l'organisation parce que tu m'ouvres la porte quasiment à mon troisième point, là. Ben, vas-y. Mais c'est vraiment de dire comme il faut que ce soit intégré au cœur de la stratégie. Parce qu'il y a beaucoup, quand je dis intégré, c'est intégré dans tout, au niveau des parties prenantes, au niveau de l'image, au niveau de comment on pense puis comment on planifie. Est-ce que tu dirais, là, tu dis de l'intégrer dans la stratégie, mais moi, Ouais, j'irais même dans la culture de l'organisation. totalement. Ça fait partie de l'ADN. Il faut que ça fasse partie de Ouais, l'ADN. ça, je Ouais, pense que c'est ouais. important. Puis pour être, tu sais, puis je pense qu'un des, on veut parler des choses concrètes pour dire comment le mettre en place. Une des façons d'arriver à bien l'intégrer, puis que ça fasse partie de notre ADN, justement, puis de la culture, c'est d'impliquer les gens, donc d'impliquer l'ensemble de l'organisation. Tu sais, des fois, il y a des entreprises des organisations qui vont penser que c'est un projet marketing, la fidélisation, mais non, c'est beaucoup plus que ça. Donc, quand on pense à la conception, quand on pense à la mise en place, quand on pense à la gestion, c'est impliquer le service clientèle, impliquer les gens qui sont en contact directement avec la clientèle, impliquer même les équipes de finance, les équipes de RH. C'est dépendamment de la structure de votre équipe, la technologie doit être impliquée. Ça fait que tout le monde a sa part de responsabilité, puis donc vont être beaucoup plus investis dans le succès, parce que quand on est impliqué, on veut le succès d'un programme. Je ne te cacherai pas que c'est un défi d'impliquer toutes ces parties prenantes-là, mais cette approche collaborative-là va vraiment faire une différence sur l'atteinte ou non des résultats. Si je ramène ça aussi à ce qu'on regarde souvent en OBNL, c'est que ça doit être un projet qui est porté par la gouvernance aussi, là. Donc, c'est pas juste un projet au niveau de l'exécution qui fait partie de la permanence. Il faut que la gouvernance s'y croie, puis il faut que ça fasse partie des discussions qu'on va avoir autour de la table du conseil d'administration. Oui, parce que ça va changer beaucoup de processus, ça change beaucoup la façon de penser parce que on doit, je veux dire, shifter notre façon de penser pour dire, OK, comment maintenant est-ce que je travaille à fidéliser? Souvent, on pense beaucoup en mode acquisition. Là, il faut vraiment penser à dire, OK, comment est-ce que je fais pour reconnaître ma clientèle, mieux adresser mes membres, mieux écouter les besoins de mes donateurs, de mes organisateurs, tu sais, tout ça. Donc, on shift notre façon de penser. Et que c'est sûr, effectivement, ça l'implique, c'est sûr que ça l'implique comme tout au niveau de la gouvernance, c'est clé. Là. Puis je rajouterais même que tu fais allumer à quelque chose, c'est que très souvent, on parle de fidélisation, puis après ça, on parle de conversion. Quand on parle de fidélisation, le résultat ultime, il est meilleur que la conversion parce qu'il est établi dans le temps. Oui, totalement. Oui, la fidélisation, c'est long terme. C'est un investissement long terme. C'est pas, puis je dis toujours, il faut faire attention de ne pas dire, c'est pas une initiative de fidélisation, c'est une stratégie de fidélisation. Une initiative de fidélisation, c'est une campagne. C'est pas de la fidélisation. On essaye d'engager, de convertir, d'avoir des résultats qui sont là. La fidélisation, on va vouloir vraiment avoir un plan d'action sur le long terme. Fait que c'est un investissement à long terme. Quand on arrive avec cette philosophie-là, on commence à être loin des programmes de points comme qui est le premier lien qu'on se fait en fidélisation dans notre tête. Là. Oui et non, je te dirais. Mais c'est sûr que quand tu penses au programme de points traditionnel, comme on le voyait il y a plus longtemps, ou je ne veux pas nommer, mais je vais me permettre de nommer des programmes comme Hermès, par exemple, parce que c'est des points. On est dans le point et c'est tout. C'est vrai que là, on est loin. Mais il y a des programmes aujourd'hui qui offrent des points, puis il y a toute une stratégie autour où ce que finalement, le programme, c'est les points, c'est juste la devise pour récompenser, mais on en a fait toute l'ADN de la marque, on utilise la donnée, on personnalise, on pense aux membres en premier, on pense aux clients en premier. Le programme de points peut très bien vivre dans un environnement comme ça. C'est pas juste un programme de points de carte de plastique qui donne des points puis tu échanges tes points pour un produit. Ouais. Donc, je trouve ça super intéressant de le regarder sous cet axe-là, effectivement. Comment tu intégrerais les trois grands segments qu'on a? Là? Quand on parle d'OBNL, on va parler, puis il y en a d'autres, là, mais les trois principaux, donateurs, membres, clients, parce qu'on a des clients transactionnels des fois qui achètent des produits, des services, des programmes.
Puis à même à la limite, je rajouterais un quatrième segment qui est les bénévoles. Parce que quand on va parler de fidélisation et de relations à long terme, je pense qu'on a l'obligation d'intégrer les bénévoles là-dedans, même s'ils ne sont pas dans une relation transactionnelle. Oui. Ben, c'est un certain niveau transactionnel parce que tu t'engages, tu vends ton temps, tu donnes ton temps. Donc, il y a une transaction pareille. Là. Mais oui, effectivement, il faut, premièrement, il faut vraiment reconnaître que c'est des clients ou pas des clients, mais des segments différents. Ils ont des réalités différentes, ils ont des besoins différents, ils ont des défis différents, ils ont des attentes différentes. Puis ça, il faut vraiment commencer par prendre un pas de recul pour vraiment bien l'identifier. Puis d'identifier les objectifs qu'ils ont. Les objectifs que vous avez envers eux, mais les objectifs qu'eux ont à interagir avec votre organisation aussi. Parce qu'on y va tous avec une raison d'interagir. En fonction de ça, il faut comme adapter notre approche. Puis la meilleure façon de l'adapter, je pense, c'est d'aller, c'est-à-dire sonder. Mais je ne parle pas nécessairement juste de sondage comme tel, mais il y a les sondages, il y a les focus groups, il y a tous les événements terrain où on peut aller chercher du feedback. On a souvent des employés qui sont sur le terrain aussi. Les bénévoles, on leur parle. Fait que ça va vraiment être d'être à l'écoute de ces différents segments clients-là. Puis, pour donner des exemples, les donateurs, par exemple, je lance ça un petit peu comme ça, mais les donateurs, on va beaucoup être dans la reconnaissance. Donc, il faut que ce soit au cœur de la stratégie. On va vouloir reconnaître leur contribution, les remercier, évidemment, soutenir cet engagement-là, parce que, bon, pas parce qu'il y a un don qui est fait, on parlait de conversion puis de fidélisation, un don qui est fait, c'est une conversion. Un don qui est fait en répétition, à répétition, donc plusieurs dons, ça devient de la fidélisation. Et comment est-ce qu'on va vouloir soutenir cet engagement-là en continu? C'est des contacts réguliers, c'est de la transparence aussi beaucoup. Donc, ils veulent savoir, eux, c'est quoi l'impact de leurs dons. Donc, on va vouloir parler de ça. On va vouloir aussi, il y a des catégories même dans les donateurs, des grands donateurs, des gens qui sont à moins de volume. Donc, peut-être aussi que la reconnaissance va être différente. Donc, on peut leur faire vivre des expériences aussi, tout ce qui est un peu behind the scenes, je vais dire, peut être super attractif pour des grands donateurs, par exemple. L'idée, c'est ça, c'est de vraiment comme aller en fonction des besoins. Si on regarde au niveau des membres, les membres, on va plus être dans une relation je veux dire qu'il se rapproche du transactionnel dans le sens qu'on s'attend à avoir un avantage. Si je suis membre, je suis là parce que je vais avoir un avantage exclusif, c'est que ce soit la réduction des offres partenaires, de l'événementiel, du contenu de formation. Je m'attends à avoir vraiment un avantage exclusif. Puis le gros potentiel aussi de regroupement puis de réseautage à travers les membres aussi, parce que quand on se regroupe dans une association comme membre, c'est parce qu'on a des points d'intérêt communs. Donc, est-ce qu'on est capable de favoriser un sentiment de communauté qui, à travers cette communauté-là, on va être le fédérateur de cette communauté-là, fait qu'on peut venir, en fait, ça va encourager la fidélisation parce qu'on est celui qui fédère tous les échanges à travers ça. Je pense que ça donne des exemples, puis oui, le client dans une optique. Puis... Ça illustre que la fidélisation va un peu plus loin dans la réflexion puis dans la compréhension des motivations des gens qui tournent autour de notre écosystème ou de notre organisation. Là. Je pense que ça devient super intéressant de regarder sous cet axe-là. On est dans un axe où on est dans du relationnel, premièrement, du relationnel humain, et non pas juste de la technologie, puis il y a une compréhension, il y a une analyse à faire, puis il y a, dans certains cas, même une analyse finale de données à faire aussi. Là, au bout de la ligne, là, en amont. Nos données primaires prennent encore plus d'importance quand on les a. Là. Ah oui, définitivement. Puis en amont, c'est comme la donnée, elle va être normalement, elle devrait être utilisée en amont pour venir définir la stratégie, être à l'écoute des clients pour ça, pendant, pour venir ajuster, parce que c'est pas vrai qu'on lance la stratégie de fidélisation ou la stratégie relationnelle parfaite jour 1. On y va en mode itératif normalement. Peu importe la taille de l'organisation, tout le monde y va en mode itératif. Fait qu'on utilise la donnée pour s'ajuster, apprendre, s'ajuster,
puis toujours continuer à s'améliorer. Fait que, c'est vraiment, c'est un cercle, en fait, l'utilisation de la donnée dans ce contexte-là. Parfait. Écoute, justement, quand on parle de données, fait que indirectement, on va toujours parler de système. L'utilisation d'un CRM ou d'une base de données de membres ou d'une base de données clients, c'est une obligation pour mettre ces principes-là en place? L'utilisation d'un CRM comme tel, moi, je dirais non, c'est pas obligatoire. Avoir une base de données, ça devient quasiment une obligation, à moins d'être très, très, très petit, puis qu'on est capable d'avoir des contacts one-on-one. Mais là, je ne ferai peut-être pas cette exception-là. Mais un CRM comme tel, c'est pas obligatoire. Il faut avoir un endroit où on est capable de recueillir un minimum de données puis d'accéder à ces données-là. C'est sûr que le CRM va venir faciliter ce travail-là, va venir automatiser dans certains cas, améliorer la gestion, parce qu'on va être capable de centraliser les données, organiser les données, connecter différents que ce soit les plateformes de dons, le commerce électronique, que ce soit les interactions sur les médias sociaux, les envois courriels, on est capable de tout centraliser ces informations-là. Fait que c'est sûr que ça nous donne une vue plus complète sur le client, mais en même temps, on peut travailler avec une plateforme d'envoi courriel, par exemple, qui peut être beaucoup plus abordable que certains CRM. Puis encore une fois, CRM, des fois, c'est un peu galvaudé là, parce que tout le monde pense aux grosses solutions sur le marché, mais il y en a pour tous les prix et tous les besoins. Puis, je ne me spécialise pas à ce niveau-là exactement, mais je sais qu'il y a beaucoup d'offres aussi pour les OBNL. Là. Il y a des offres spécifiques pour les OBNL au niveau des CRM. Là. Fait que ça peut devenir beaucoup plus abordable. Mais tout ça pour dire que ça prend quelque chose pour faciliter la gestion de la donnée, idéalement l'automatisation des processus, parce que si on veut remercier au niveau des dons, par exemple, si on veut déclencher des communications pour avoir une deuxième puis un troisième don, puis un engagement, puis démontrer que ce à quoi le don a servi, puis son impact, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile à gérer quand on est capable d'automatiser ces communications-là. Mais il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites aussi en import-export, selon comment on est structuré, parce que si on attend d'avoir l'architecture système parfaite, ben on risque de pas aller de l'avant. Fait que des fois, moi, je prône faut avoir des choses de base là, pour s'assurer d'avoir une donnée de qualité. Je dis toujours, faites attention, là, de là à dire on traite nos données clients dans un fichier Excel, il faut faire attention aussi parce qu'il y a des lois, là. Donc, je ne vais pas là du tout. Il faut être conforme aux lois, il faut prendre en considération tous ces éléments-là. Fait qu'une plateforme comme un outil d'envoi courriel va être capable de vous permettre de gérer ces réglementations-là. Fait qu'il faut le prendre en considération, mais on n'a pas besoin d'un énorme écosystème pour commencer à mettre des choses en place. Ben, tu sais, justement, j'ai une question pour toi, le calendrier. Puis là, je connais déjà ta réponse, tu vas me dire, ça dépend. Mais j'aimerais ça qu'on s'en aille un petit peu dans des idées. Tu as parlé d'itération, tu as parlé de différentes choses. Un calendrier de déploiement, puis les ressources nécessaires, ça ressemble à quoi? Puis si on prend un organisme, disons qu'il y a une dizaine d'employés qui est en bas du million de chiffre d'affaires, là, parler de fidélisation, ça représente quoi comme idée? Ben, je pense que, je parlais d'étapes, de déploiement en étapes. Fait que, on entend souvent le moindrement, puis même, ça sort tellement de la technologie maintenant, là, de travailler en mode agile, là, de déployer en étapes. Donc, ça, c'est clé. La première chose, moi, que je dis, si vous voulez économiser du temps, c'est de prendre le temps de bien planifier, de faire une analyse à la base, de faire une bonne planification. Ça, c'est l'étape à ne pas sauter. Parce que quand on tombe en mode action tout de suite, des fois, on a l'impression qu'on va aller plus vite, on va tout de suite commencer. T'sais. Malheureusement, il y a beaucoup de travail en double qui se fait dans ce temps-là. On part dans des directions opposées, puis on n'atteint pas nos résultats. Fait que moi, je dis, déjà prenez, puis tu sais, quand on dit prendre le temps de planifier, de faire une bonne analyse, puis une bonne planification, tu sais, c'est quelque chose que si on priorise, on dit, OK, on se fait des ateliers collaboratifs, on assoit les différentes personnes, bon, on est 10, on n'a peut-être pas besoin d'être là les 10, mais on a peut-être 4-5 personnes clés dans l'organisation qui vont s'asseoir ensemble. On peut aller chercher, on accompagne des entreprises de la façon, on peut aller chercher de l'aide externe pour guider notre réflexion puis structurer notre planification. Ça aide aussi énormément. Mais tu sais, c'est quelque chose qui peut être réalisé en dedans. Nous, on faut demander des fois, ça peut être réalisé dans le temps d'une couple de semaines, là, puis on a quand même une bonne vision de où on s'en va. Après ça, il faut tout décliner le plan d'action, parce que là, il va falloir prioriser en fonction des ressources internes, en fonction des systèmes qui sont en place, en fonction de la capacité. Mais c'est là qu'on pense en mode activation.
Puis encore une fois, passer en mode activation, ça ne veut pas dire de tout livrer jour 1, c'est d'y aller en mode itératif. Fait que, si là, il y a toutes sortes de stratégies qu'on peut mettre en place. Si, par exemple, on a décidé de la priorisation, c'est de travailler certains volets spécifiques de la communication, on va sélectionner un parcours client, puis on va commencer par mettre ce parcours-là en place. Donc, je ne sais pas si on voit que notre principale problématique, c'est que les nouveaux clients, les nouveaux donateurs, ou peu importe les nouveaux membres, peu importe c'est quoi la cible qu'on regarde, ils ne restent pas longtemps. On a un problème de rétention. Puis dès l'onboarding, dès les premières étapes, on va peut-être vouloir prioriser notre processus d'onboarding. Fait que là, on va planifier que ça, mettre ça en place. À ce moment-là, on peut, en dedans de, encore une fois, une couple de semaines, avoir mis en place un processus d'onboarding puis commencer à avoir des résultats. Là, ça nous permet de penser, OK, on va travailler un autre parcours, puis un autre parcours. Là, c'est dans une optique où on travaille sur la communication, mais on peut travailler des avantages aussi. Fait que si on est avec des membres, puis on veut amener des nouvelles offres, puis des nouveaux avantages à nos membres, encore une fois, c'est la planification. Donc, c'est quoi qui va créer le plus de valeur pour nos membres et qui va nous demander, je veux dire, le moins d'efforts. Souvent, on regarde à l'interne ce qu'on a comme produit-service, les partenaires qu'on a existants, mais c'est sûr que c'est beaucoup plus rapide à mettre en place. Puis des fois, on est capable, si on vend des produits, d'offrir soit des offres partenaires, une valeur ajoutée, un cadeau avec achat, des choses comme ça, avec des renouvellements. Donc, ça peut être fait quand même, encore une fois, assez rapidement, 2-3 semaines dans bien des cas, avec des coupons, des choses comme ça. Fait que c'est beaucoup de travailler. Les échéanciers, moi, je le dis beaucoup, il faut le voir. Il y a la stratégie, la planification en amont, ça, c'est clé. Puis après, il y a la stratégie, puis c'est tous des micro-projets qu'on va livrer. Fait que il faut le travailler en mode agile en fonction de notre capacité. Fait que c'est pas toujours des projets il ne faut pas penser que ça va être un projet qui va nécessairement prendre 6 mois, 1 an. Des fois, ça peut le prendre. Quelque chose qu'on peut répartir sur plusieurs années financières ou Exactement. Sur plusieurs amplitudes. Écoute, ça va vite le temps, ça va vite. J'ai une dernière question pour toi. C'est quoi ton meilleur conseil à donner à un DG ou une DG qui voudrait améliorer sa fidélisation? Juste un? On va se limiter à un. Le meilleur. OK. Comprendre les besoins et les motivations de sa segmentation, de son public cible. Pour moi, c'est ça. Parce que si on ne comprend pas ça, peu importe ce qu'on met en place, on risque de penser à côté. On peut mettre des actions hyper intéressantes, mais si ça ne répond pas à leurs besoins. Donc, de se recentrer sur ces données primaires, de regarder c'est quoi les attentes des parties prenantes, c'est quoi leur motivation, c'est quoi leurs besoins, c'est quoi leurs irritants aussi. Ça, c'est très important de regarder les irritants. Puis cette écoute active-là, puis on continue d'aller chercher le feedback, ça va vraiment orienter où on va après. Pour moi, c'est la base. Si on n'a pas ça, c'est difficile de vraiment changer le comportement puis d'avoir des résultats en fidélisation. Andréane, un gros merci. Très intéressant, très orientant, si je peux dire. J'espère que ceux qui écoutaient, vous avez apprécié autant que moi. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine. Merci. Bye bye.